Il est l'heure de ton second réquisitoire, Imran. C'est l'heure du jingle Pep Guardiola. Alors, je vais pas te lancer maintenant, je vais te garder sous le coude. Je vais te poser la question, Erwin, qu'est-ce qu'on peut penser de Guardiola à Manchester City? Bah, il y a 4 premières ligues à son actif. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ça fait quoi? C'est sa 8e saison à Manchester City, une de Septième, mémoire ouais. 7e plutôt. Donc, quand tu reportes quand même la première ligue à 4 reprises, c'est pas rien, tu vois. Donc, mais en fait, le problème, c'est que Guardiola, on l'attend toujours à un niveau, notamment la Ligue des Champions, où forcément, ça fait grise mine. On se souvient encore de la première élimination contre Monaco, celle Lyon. un peu honteuse contre Lyon, celle contre Tottenham à un chouïa après à cause de la VAR ou quoi que ce soit. Mais tu te disais qu'en 2021, quand ils ont atteint la finale, on se dit, ah c'est bon, ils ont passé un nouveau step, c'est bon, ils vont être prêts pour être armés pour la gagner. Comme un peu le PSG, comme on va dire. Ouais, voilà. Et quand tu vois le match, surtout le match retour contre le Real qui a été, alors ok, Mahrez marque son but, etc. Mais alors la fin de match, elle est juste catastrophique. En espace de 2 minutes, City passe de qualifié à éliminé d'un coup. Merci beaucoup au Rodrigo, passage pour la tête, hein. Et tu te dis, mais en fait, Guardiola, c'est le symbole justement de ces éliminations-là, parce que quand tu vous regardez bien, à chaque match, il fait toujours une composition tactique où, franchement, personne ne comprend. Tu vois des repositionnements, des Rodri qui jouent d'être plus haut, Pas titulaire à la finale. ou Kevin De Bruyne qui était censé être blessé, mais qui finalement joue lors de la finale pour se faire démonter derrière par Rudiger. On a vu ce qui s'est passé derrière. Donc tu te dis, t'as beaucoup de trucs à prendre en compte. Donc pour moi, Guardiola, c'est une réussite à Manchester City, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, dans le cas de la Ligue des Champions, c'est vrai qu'on reste encore un peu sur notre fin. Mais maintenant, vu que là, City va affronter le Bayern Munich, on peut le dire clairement, bah, s'ils se qualifient contre le Bayern et s'ils vont jusqu'au bout, est-ce que la donne ne sera pas différente? Justement, tu dis ça par rapport s'ils éliminent le Bayern, on sera sur une certaine continuité, finale et 2 demi-finales d'affilée. Et toi, Abdou, est-ce que tu penses que Guardiola a fait passer un cap à Manchester City dans le club qu'ils sont devenus aujourd'hui? Forcément, ils ont fait passer un cap. Bon, après, il faut dire aussi qu'au moment où Guardiola arrive, à l'instant où il arrive en tout cas, City sort de la meilleure saison de son histoire sur le plan comptable, vainqueur de la Première Ligue, demi-finaliste de la Champions League. Donc, à ce moment-là, tu as des exigences qui sont encore plus élevées quand Guardiola arrive. Tu dois atteindre au minimum la finale, voire remporter la Champions League. Tu dois remporter la Première Ligue, mais ça, tu dois en faire une habitude. Et finalement, en fait, le cas Guardiola, c'est la preuve que celui qui fait un bon marathon n'est pas un bon sprinter. Et inversement, le bon sprinter n'est pas forcément un très bon marathonien. Et on le voit, en fait. C'est-à-dire qu'au format marathon, donc en championnat, City est injouable, ou presque. C'est vraiment pour aller leur arracher la Première Ligue. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, est-ce que Guardiola est injouable en championnat? Pratiquement, parce que finalement, tu regardes sur 7 ans, il en prend 4. Et même là, c'est sa 7e année et il est encore en position d'aller chercher une 5e, même si ça paraît mal parti comme ça, mais 5 points, c'est pas grand-chose. Et quand tu compares avec ce qu'il faisait, bon, après le Bayern, t'es injouable dans Bundesliga, mais même en Espagne avec le Barça. Juste quand tu regardes à 5 points d'écart, ils sont déjà remontés des écarts beaucoup plus importants que cela. Et surtout que c'est Arsenal en face, on les connaît aussi. Et par contre, en Champions League, là où tu dois être à très très haute intensité, comme un sprinter qui doit gérer son 100 mètres ou son 100 mètres haies, bah là c'est plus compliqué. Et finalement, en fait, il n'arrive pas à jouer sur ces deux types de cadences qui sont finalement totalement différentes. Et là où Pep Guardiola est une limite en Champions League, en tout cas, pour Manchester City, c'est que l'essentiel de ces éliminations, il s'est saboté tout seul. Parce que on va me dire, les joueurs sont sur le terrain, l'occasion de Sterling, peut-être que si un tel il était pas en jeu d'un cheveu, etc. Mais à la base des bases, c'est Pep Guardiola qui fait les 11 de départ. Quand il arrive en finale de Ligue des Champions, qui veut jouer 106 et 109, dans le match le plus important peut-être de ta carrière, parce que remporter une Champions League avec City, ça aurait une résonance délirante. Quand face à Tottenham, le match aller, tu décides de te passer et de Kevin De Bruyne et de Bernardo Silva, on ne sait même pas pourquoi. Au retour, t'arrives au match retour, même si t'es chez toi, bah t'as un but, tu perds d'un but déjà. C'est pas forcément optimal. Quand tu regardes face à Liverpool, t'es dans un 4-3-3 ultra dense, ultra efficace. Tu décides de faire jouer Kevin De Bruyne ailier et de faire une composition là aussi bizarre. À chaque fois, Pep Guardiola a trouvé le moyen de se saboter. La seule année où vraiment je lui trouve pas... L'année dernière c'est l'année dernière. Je lui trouve pas finalement de quelque chose d'incriminant. Quoique, la sortie de Riyad Mahrez... Justement, par rapport à ça, pourquoi avec Guardiola et avec City en tout court, ça ne marche pas en Ligue des Champions? Pourquoi ça ne marche pas?
Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres équipes qui ont plus d'expérience en Ligue des Champions? Après, ça fonctionnait pas non plus avec le Bayern. Hein. Ils arrivaient constamment en demi-finale, mais ils se faisaient toujours sortir par un club espagnol, faut pas l'oublier. Ah oui, c'est ça, par rapport à Guardiola. Pourquoi ça ne marche pas en Ligue des Champions depuis le Barça? Parce que qu'on le veuille ou non, que les gens, qu'ils soient des analystes ou des simples consommateurs de football, la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus irrationnelle à l'heure où je vous parle. Et pour dompter l'irrationnel, il faut l'être soi-même. Sauf que Guardiola est foncièrement, et en fait quelqu'un de très terre à terre et de très calculateur. Et ça ne passe pas. Ça ne colle pas avec l'identité de la Champions League. Si tu regardes les derniers vainqueurs de la Champions League, ou même juste les derniers finalistes, à part City du coup, mais à chaque fois tu te dis, ok, ces mecs-là, ils ont été chercher des choses, tu ne les attendais pas forcément à ce moment-là. Tu repenses à l'Atlético de Madrid, tu repenses à Chelsea en 2021. Chelsea, ils ont fait un parcours en étant un assassin silencieux. Personne ne les a attendus. Et c'est au moment où ils sortent Porto, on se dit, ah, ils sont dans le dernier carré, eux. Et puis ils arrivent, ils tapent le Real Madrid comme ça, ils arrivent en finale, ils tapent City aussi, tu vois. Et en fait, il faut créer cette surprise-là. Sauf que City, aujourd'hui, entre les attentes suscitées et générées, plus la capacité à surprendre quand on sait que c'est peut-être la formation la plus scrutée au monde aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir ce différentiel-là. Et franchement, je trouve que même si c'est pas des... Vous allez me dire que c'est pas forcément des arguments sportifs ou que ce ne sont pas des choses qui se reçoivent, que c'est indigne même d'un analyste, mais la vérité, c'est que ce sont des petits facteurs comme ça, on s'en rend pas compte et ça fait toute la différence en Coupe d'Europe. Mais du coup, il est temps que je sorte de mon chapeau Imran. Toi, tu as un avis plutôt dithyrambique par rapport à Guardiola, donc je te laisse y aller. Bon, on va pas aller par quatre chemins. Guardiola à Manchester City, c'est un flop. Je sais que le terme est assez grossier, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand Guardiola arrive en 2016 à Manchester City a gagné 2 fois la Première Ligue. Mais surtout, Manchester City a beaucoup de problèmes en Ligue des Champions. C'est une équipe qui n'arrive pas à concrétiser le tir et qui a toujours cette faiblesse face au gros, que ce soit 2 fois face au Barça, 2014 et 2015, et face au Real Madrid. Et un Real Madrid qui n'était pas le plus exceptionnel en 2015-2016, avec Zidane. Quand il arrive en 2016, Guardiola a pour objectif de faire gagner la Ligue des Champions à Manchester City. Il est réputé pour cela. Il est réputé pour un entraîneur qui fait passer des caps à ses équipes. Arrive la saison 2016-2017. C'est une saison d'adaptation où Manchester City, c'était une équipe qui se créait énormément d'occasions, mais qui n'arrivait pas à les concrétiser. On l'a vu face à Monaco, au match retour, il y a eu d'énormes occasions qui n'ont pas été concrétisées, et donc élimination. Mais là où tout commence, et là où commence le réquisitoire, c'est 2017-2018. Et à partir de là, c'est des éliminations qui sont presque toutes pareilles. Tu as une équipe qui est un super marathonien, tu as un coureur qui est un super marathonien, mais dans le format sprint, ça coince. On l'a vu face à Liverpool, on l'a vu face à Tottenham, on l'a vu aussi face à Lyon. En fait, Guardiola ne comprend toujours pas que la Ligue des Champions, c'est la compétition avant tout des hommes, que le football, c'est un sport d'hommes. Et en voulant tout contrôler, en voulant tout rationaliser, Guardiola se retrouve avec une équipe qui sait parfaitement quoi faire dans un plan de match qui est scripté, mais quand l'équipe de Manchester City doit sortir de l'imprévu, quand l'équipe de Manchester City doit faire appel à des variables qui sont beaucoup plus ancrées dans l'instinct de certains joueurs, ça coince. Et le symbole de cela, c'est la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, parce que Guardiola n'arrive toujours pas à faire sortir cet instinct-là de joueurs. Je pense à la performance d'un Riyad Mahrez qui a été loué toute la saison 2020-2021, mais face à Ben Chilwell, Riyad Mahrez n'a rien pu faire parce que Ben Chilwell venait l'agresser. Il n'avait pas peur d'aller agresser Riyad Mahrez. Et Riyad Mahrez, mis à part faire des passes en retrait et suivre le schéma que Guardiola lui guide d'habitude, il n'y a rien. Et l'année dernière, contre ce Real Madrid-là, le Real Madrid fait appel à l'irrationnel, fait appel avant tout à son instinct. Quand Karim Benzema fait sa déviation, enfin son espèce de centre pour Rodrigo, c'est son instinct. Et encore une fois, Manchester City, quand elle doit faire appel à d'autres variables que au jeu et qu'au pragmatisme de son entraîneur, ça coince. En fait, j'ai l'impression que Guardiola n'a toujours pas compris que la Ligue des Champions et que le football était un sport d'hommes. J'ai l'impression que Guardiola veut tout contrôler. Mais en voulant tout contrôler, Guardiola prend le risque énorme. C'est que quand il fait face à l'imprévu, derrière, il ne sait pas quoi faire. Justement, est-ce que c'est pas le rôle d'Haaland de faire face à cet imprévu, d'être l'imprévisibilité à toute épreuve et d'être ce petit grain de sable qui peut faire tout bousculer? Non, parce qu'encore une fois, Haaland, quand il fait face à une équipe qui sait parfaitement le contrôler,
On ne le voit pas. On l'a vu face à Virgil van Dijk. Virgil van Dijk savait parfaitement quoi faire, il avait parfaitement analysé, et on a vu un Erling Haaland qui était absolument fantomatique. Et on l'a vu lors du match aller contre Leipzig aussi. Hein. Contre Leipzig. Face au PSG. Et regardez bien ses courses. Haaland fait toujours cet appel de droite à gauche, du côté un peu du demi-espace droit, et il va vers la gauche pour ensuite exploiter l'intervalle entre le latéral et le défenseur. Eh bien, Leipzig a parfaitement fermé cet intervalle, et on se retrouve face à un Erling Haaland qui est absolument introuvable, qui est toujours suivi, qui est toujours face à un joueur qui est derrière lui, qui essaie de couvrir son appel, et donc tu te retrouves avec un attaquant qui est absolument introuvable et qui ne décroche jamais. Il ne veut pas sortir de sa feuille de route, et donc ça fait que derrière, forcément, il répète les mêmes choses, et donc ça devient facile de le contrôler. En fait, Manchester City, quand tu tombes face à une équipe qui sait parfaitement la contrôler, bah, tu te retrouves avec une équipe qui va faire les mêmes choses, qui va un peu jeter le ballon, et qui derrière va se prendre une contre-attaque, parce qu'à force de perdre le ballon, bah, tu vas te retrouver face à une déconcentration, et derrière, ça va faire mal. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Timothée, par rapport à ça? T'avais un peu tilté de la tête au début. Alors flop, je trouve que c'est un mot beaucoup trop fort parce que Guardiola a quand même réussi, bon, à l'aide d'une équipe brillante, il n'y a pas de question là-dessus, il a quand même réussi à installer une période de domination. C'est-à-dire que si t'enlèves la saison 2016-2017 qui est sa première, il finit toujours dans les 2 premières places. Il y a 4 premières ligues, on l'a rappelé, en 5 saisons. Peut-être une 5e si jamais ils arrivent à rattraper Arsenal. L'exemple d'Haaland est assez intéressant dans le sens où Haaland, on pensait que ça allait être potentiellement celui qui allait débloquer justement, qui allait briser ce plafond de verre auquel se heurte City face à certaines équipes. Et au contraire, je trouve que ça symbolise encore plus certains manquements de cet effectif. On l'a vu, et je pense que ça se vérifie à chaque fois. Quand City a du mal cette saison, Haaland aussi a du mal. C'est un joueur qui dépend quand même énormément de la forme de son équipe. C'est pas un joueur qui va réussir de lui-même à inverser. Player. C'est pas un impact. C'est un impact player parce que il va mettre beaucoup de buts, il va beaucoup marquer, il va être impressionnant. Je pense qu'il inspire la peur à pas mal de défenses adverses. Mais là où c'est moins un impact player, c'est que c'est pas comme un De Bruyne qui va prendre le ballon, qui va lâcher un pétard de 25-30 mètres pour remettre son équipe au niveau. C'est un joueur qui dépend énormément de la forme de ses coéquipiers. On l'a vu contre Tottenham en février, on l'a vu contre Manchester United à la mi-janvier, on l'a vu contre Leipzig au match aller. Et ça me permet de rebondir sur Guardiola et cette équipe de City depuis que Guardiola y est. Guardiola, et ça c'est pas une découverte, mais on le voit encore plus avec cette équipe de City, puisqu'il y a des moyens qui n'avaient jamais été mis en place au Barça et au Bayern, des moyens financiers notamment. C'est pas un coach à réaction, c'est un coach qui a du mal à s'adapter, qui, comme on l'a dit, est calculateur. Quand ça ne va pas, il n'a pas de ressources. J'étais en train de réfléchir pendant que les autres s'exprimaient sur le sujet, mais j'ai pas, dans une grande rencontre de Ligue des Champions, le souvenir d'un changement de Guardiola. On se dit, ok, là il a pris les choses en main, là il a montré qui était le patron. J'ai pas d'exemple en tête, et parce que je pense qu'il y en a pas, et c'est réellement problématique. Et donc le bilan de Guardiola, il est forcément en demi-teinte, parce que il y aura toujours cette case de la Ligue des Champions. Peut-être qu'elle sera cochée d'ici le 10 juin, on ne sait pas, mais pour l'instant, il y aura toujours cette case de la Ligue des Champions qui manquera au bilan de Guardiola. C'est un peu réducteur de toujours ramener Guardiola et de toujours ramener City à la Ligue des Champions. Mais en même temps, au vu de ce que l'équipe montre dans le jeu, au vu du niveau, de la qualité qu'il y a donc, chez Guardiola et chez ses joueurs, on est obligé de penser à ça. On est obligé de se dire, mais c'est pas normal que cette équipe-là n'ait pas réussi à truster la plus haute place du football européen. Et Guardiola est le premier responsable, je pense. Depuis plus de 7 ans qu'il est là, est-ce que Yacine, on assiste à la fin d'un cycle avec Guardiola où il y a encore de la continuité? C'est compliqué parce que déjà Guardiola lui-même disait avant que 3-4 ans c'était le maximum pour un coach. Donc moi si je le suis, évidemment qu'on est en fin de cycle. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, à dire. La première chose, c'est que le championnat, ça récompense quand même la régularité et personne ne peut lui enlever cette régularité, le nombre de points pris sur les championnats. Je trouve super dur avec lui. La deuxième chose, c'est ok, la finale avec des champions, il met pas Rodri. Mais en fait, le truc, c'est que Guardiola, il fait un choix majeur dans tous les matchs.
ça marche 5 fois, la 6e fois, ça marche pas, et en fait, on va lui tomber dessus pour ça. Mais par exemple, quand il va à Madrid et qu'il met Gabriel Jesus, il est gauche, et qu'il met devant Bernardo Silva et De Bruyne, et que City mange le Real, personne ne dit ouais, mais pourquoi il a fait ça? Parce que quand on voit la compo au départ, tout le monde, là, aujourd'hui, s'il avait perdu, on dirait mais c'est n'importe quoi, Gabriel Jesus, c'est ailier gauche. Et ouais, sauf que ça a marché. Donc en fait, ça marche dans plein de matchs. Et oui, évidemment, il y a un match où ça marche pas. Bah, c'est la vie du foot. Là où par contre, je vous rejoins, effectivement, c'est son adaptation à ses erreurs. Et là, effectivement, il y a une limite de Guardiola, et je pense que cette limite, elle vient aussi de ce que, en gros, lui pense de lui-même, à savoir qu'il a trouvé la faille adverse, et finalement, il n'y a pas d'adaptation parce que ses joueurs ne comprennent pas ou ne font pas, mais c'est pas de sa faute à lui. Et d'ailleurs, vous regarderez plein de matchs de City, très souvent, il n'y a même pas de coaching. Il y a un changement, des fois, il n'y a même pas de changement sur 90 minutes. Monsieur Guardiola, c'est, voilà, en gros, j'ai mis en place ça, je sais que c'est ça qu'il faut faire, et si vous ne le comprenez pas, peut-être que je changerai le prochain match. Mais en tout cas, sur ce match-là, il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. Sur Haaland, c'est pareil. Vous disiez, ouais, Haaland, il est dépendant des autres. Mais en fait, c'est juste logique, parce que je rappelle que le football, c'est quand même un sport collectif. C'est juste logique, parce que moi, je veux bien qu'on m'explique à un moment donné que Ronaldo et Messi ont été des extraterrestres et tout. Mais tout Ronaldo et tout Messi qui sont. Vous pouvez me rappeler les dernières performances de Messi en Ligue des Champions depuis 2015? Moi je veux bien, il n'y a pas de problème les gars. On va en parler. Non, parce que si tu veux que Messi a matin, tu vas t'énerver. Non. On va en parler après, mais ce que je veux dire c'est que 2015, c'était il y a 8 ans. D'accord? 8 ans où Messi a brillé, allez, un demi-match contre Liverpool, et tout le reste c'est quoi? Bah oui, mais parce que tout le monde est dépendant de ce qui se passe autour. Ouais. Et le problème de Haaland, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, je trouvais, pour moi, il y a une partie de l'explication du statut de remplaçant de Mahrez sur les derniers matchs vient de ça. Quand Mahrez dit il y avait besoin de décrocher, mais en gros, c'est pas ce que lui demande le coach. Voilà. À un moment donné, dans le foot, il y a aussi, est-ce que vous respectez ce que le coach demande, ou est-ce qu'à un moment donné, vous sortez du cadre posé par le coach et vous êtes capable de lui dire, bah écoute, ça marche pas, moi je vais faire autre chose et tant pis. Je pense qu'avec Guardiola, tu peux pas faire ça. Parce que Guardiola, il a un ego qui fait que si tu ne respectes pas le cadre que lui a mis en place, tu vas le payer. Et c'est son talon d'Achille. Exactement. Voilà. Ça, c'est son vrai problème, je pense. Parce qu'effectivement, à un moment donné, quand Mahrez dit ça après le match contre, j'ai oublié, c'était contre qui, c'était en Ligue des Champions. Mais bien sûr qu'il fallait qu'à un moment donné, Haaland décroche. Et le problème, c'est que aujourd'hui, Haaland, on nous parle de lui comme quelqu'un de très puissant qui va terminer les actions. Mais reprenez des matchs de Dortmund. Décrocher pour aller jouer en remise et reprendre les espaces, il sait faire. Le truc, c'est que Dortmund ne joue pas comme City. Donc aujourd'hui, on ne lui demande pas ça parce que, en fait, Guardiola ne veut pas qu'il vienne dans cet espace-là qui est occupé par Gundogan, par De Bruyne, par tout ça. En gros, moi, j'ai posé quelque chose. Je ne veux pas te voir là parce que ça va dérégler ce que moi, j'ai voulu mettre en place. Ça, c'est un problème. Pour terminer, je sais pas si c'est une fin de cycle. Moi, je pense que la fin de cycle, elle vient aussi des joueurs parce que je pense que Guardiola est un coach très exigeant de ce côté-là, dans le cadre, très exigeant sur les mises en place. Moi, j'ai eu la chance de parler avec certains joueurs algériens, donc voilà, Mahrez. Le truc, c'est que Guardiola, à chaque match, à chaque entraînement, plutôt à chaque veille de match, qui joue Stoke City, le Bayern ou Leicester, en fait, il a une séance qui est basé sur l'adversaire. Et c'est très, très, très exigeant parce qu'à un moment donné, ces joueurs ont un potentiel d'improvisation, on va dire. Et être tout le temps dans le cadre, c'est usant. Donc je pense que c'est pas la fin de cycle de Guardiola à City, entre guillemets, si il renouvelle l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de 109 à City, il y a besoin d'autres choses. Et en plus, quand tu prends Haaland, bah, tout ce que tu as mis en place depuis 6 ans avec un faux neuf ou un neuf comme Agüero qui n'est pas Haaland, bah oui, ça demande un temps d'adaptation, mais ça demande peut-être aussi d'autres joueurs et une autre animation autour d'Haaland. Est-ce que lui a envie de faire ça? Est-ce que City est capable de renouveler 5, 6, 7 joueurs peut-être cet été? Moi, j'ai pas la réponse et j'ai pas l'impression non plus qu'on en prend le chemin. Voilà, faudra voir. Mais je pense que soit en fait, c'est la fin de cycle de Guardiola. Et effectivement, c'est terminé et il faut qu'il aille ailleurs. Soit
il continue à City, mais c'est la fin de cycle de ce groupe-là avec Guardiola. Là où je voudrais te rejoindre sur un point, c'est qu'on a évoqué son talon d'Achille, le cadre qu'il impose. Il y a un autre point aussi dans lequel il faudrait qu'on parle, et c'est un petit peu l'extension de ça, c'est sur le plan tactique, au niveau du schéma de jeu. C'est-à-dire que on l'a vu pendant un temps, je me souviens au début de la saison 2020-2021, il avait envie de changer, d'abandonner son 4-2-3-1, non son 4-3-3 pour un 4-2-3-1. Il a vu que ça n'a pas fonctionné. Il est revenu à un 4-3-3 classique et il est arrivé jusqu'en finale de Ligue des Champions. Il a pris l'APL alors qu'à la base il était 12e et qu'il avait je sais pas combien de points de retard sur Liverpool qui était en tête à ce moment-là. Et finalement, aujourd'hui, en fait, l'un autre de ses travers, c'est qu'on a la sensation qu'il veut révolutionner ce qu'il a lui-même déjà révolutionné. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le City évolue dans un WM. C'est-à-dire c'est une formation qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale, quoi, concrètement. Tu vois une charnière où t'as un 6, un DC et un latéral. Après, t'as un double pivot, c'est Gundogan, Rodri. Et ensuite, t'as de Bernardo, De Bruyne, plus t'as Mahrez, Grealish et Haaland, grosso modo. Et finalement, est-ce que son talon d'Achille, c'est pas aussi le fait d'être trop peu conventionnel? Est-ce qu'à un moment donné, dans ces limites-là, le fait de ne pas revenir à un schéma classique, c'est pas ce qui lui pose des problèmes? En tout cas, moi, c'est ce que je trouve, parce que finalement, il y a ça. Il y a eu aussi l'élimination contre Lyon, c'est aussi un autre symbole fort de ça. Toute la saison, il évolue en 4-3-3, et face à Lyon, il joue en 3-4-1-2, si je me trompe pas. Pourquoi? On ne sait pas. Je trouve que ça aussi, on n'en parle pas assez, et ce qui me fait dire aussi que Guardiola, il a réussi en Première Ligue, c'est indéniable, mais encore une fois, en Champions League, au moment où tu dois être spontané, au moment où tu dois faire preuve de quelque chose de différent, quelque chose d'imperceptible, bah en fait, c'est là où souvent, il s'en mêle les pinceaux, quoi. Il met, je sais pas moi, il met de la purée dans un bol à couscous, j'en sais rien moi, mais il fait des choses bizarres. J'aimerais aussi... Du coup, par rapport à cette fin de cycle de Guardiola, parce qu'il ne sera pas éternellement à City, qui pour remplacer Guardiola, qui pour son après? Vincent Kompany. C'est pas trop tôt? Justement, c'est... Mikel Arteta. Je voulais nuancer. Je vais venir à Arteta aussi. Je pensais à Vincent Kompany. Alors, on est d'accord que amener Vincent Kompany cet été à City, ce serait la plus grosse erreur à faire. Après, on a un coach là qui est actuellement leader de Championship avec Burnley, qui a une avance assez considérable, qui a fait un plutôt bon passage à Anderlecht. Il est resté que 2 saisons. Je crois qu'à chaque fois, ils finissent 3e de la saison régulière de Jupiler Pro League. Donc c'est un bilan assez convaincant, en tout cas au niveau des équipes qu'il a entraînées. L'argument principal, c'est que Kompany, c'est un ancien de City, c'est peut-être même l'un des pionniers du Manchester City actuel. Il a des qualités de leader indéniables, aussi bien en tant qu'entraîneur et peut-être encore plus en tant que joueur. Il a été capitaine pendant, je crois, une dizaine d'années, même si bon, avec les blessures, c'était pas toujours lui le capitaine sur le terrain. À voir, malgré tout, et c'est pour ça que je pense que le ramener dès cet été, ce serait pas une bonne chose, à voir quand même ce que son Burnley fera en Première Ligue en 2023-2024, parce que voilà, on connaît le football anglais, on sait qu'il y a plein de clubs qui dépassent la barre des 85-90 points de Championship et qui se viandent monumentalement. Norwich, Fulham, Fulham cette saison ça va très bien, mais je crois que c'était il y a 2-3 ans, ils avaient fait un mercato à plus de 150 millions de livres, tout ça pour revenir en Championship la saison d'après. Norwich, qui font comme ça constamment l'ascenseur entre le Championship et la Première Ligue. Burnley, on ne sait pas, même si c'est une équipe qui n'a plus rien à voir avec le Burnley de Shendaich en Première Ligue, qui offre des garanties plus séduisantes dans le jeu. On ne sait pas ce que ça va donner en Première Ligue. Donc, pour valider la piste Kompany, il faut attendre. Mikel Arteta, c'est la seconde option, entre guillemets, à laquelle j'avais pensé. Mais il est bloqué, là. Il est clairement bloqué à Arsenal. Je vois pas pourquoi City irait le chercher maintenant. Dans 2, 3, 4 ans peut-être, mais immédiatement, c'est sûr que Arteta n'est pas une option envisageable. Hormis ces deux-là, voilà, on le sait, on en a déjà parlé par exemple pour le PSG, etc. Il y a des coachs qui sont disponibles, entre guillemets. Il y a même des rumeurs pour des Mourinho qui auraient éventuellement des envies de départ. Après, Luis Enrique, dans le jeu, ça peut être similaire. Ouais, mais justement, tu passes pas un cap. Parce que Luis Enrique, on a vu ce qu'il a proposé avec l'Espagne et
peut-être même avec le Barça, on peut revenir là-dessus. Le Barça de 2014-2015, c'est une machine à gagner. Je pense qu'aucune équipe en Europe ne pouvait rivaliser avec cette équipe-là. On a vu dès la saison suivante qui a commencé à avoir des problèmes dans le jeu. Il y a une élimination contre l'Atlético en quart de finale, etc. Et puis on l'a vu surtout avec l'Espagne à la dernière Coupe du Monde. On a un jeu ultra stéréotypé qui ne porte pas ses fruits. Caricatural. Oui, c'est complètement caricatural. Et le problème, c'est que si tu ramènes Enrique, déjà qu'il y a certaines rencontres avec Guardiola où tu es justement un peu dans cette caricature du beau jeu. Il y a un jeu qui est trop beau en fait. Je pense notamment au match contre Liverpool en octobre où ils perdent 1-0 parce qu'il y a des phases où ils jouent trop bien et cherchent peut-être justement trop ce beau jeu au profit au dépens du but. Donc je pense qu'avec Enrique, ce problème-là serait amplifié. Après voilà, il y a des Mourinho, des Tourelle, etc. Mais je pense pas que ce soit des profils qui correspondent à ce que City souhaite mettre en place. Donc hormis Kompany et éventuellement Arteta, mais ça paraît vraiment improbable. Je vois pas trop sur qui City pourrait tabler. Je sais même pas en réalité si City pense déjà à se débarrasser de Guardiola. Ça, je suis pas sûr. Ça, c'est une autre question. Et si Manchester City, à la fin de l'ère Guardiola, tentait Eddie Howe? Eddie Howe, un entraîneur. Est-ce que c'est pas aussi comme Arteta qui est bloqué vu Ça le serait projet surtout trop rapide, je pense, à mon Bien sens. sûr. En fait, j'ai du mal à voir. Trop rapide, non, parce qu'on l'a vu à Newcastle, Eddie Howe c'est un jeune entraîneur, mais on a vu à Newcastle que dès le mois de décembre 2021, alors que l'équipe de Newcastle tanguait dans les bas-fonds du classement de Première Ligue, il a su adapter quelque chose qui a permis à Newcastle... Après, Newcastle et Manchester City, c'est deux paramètres Oui, complètement mais- différents. Oui, mais Tu peux c'était pas oui, mais il y avait un forcément impératif comparer à ce de résultat qui était presque similaire, voire pire pour Ils étaient Newcastle que relégables, Manchester hein, City. au moment où ils les font. Ils étaient relégables et ils étaient vraiment bien avancés Ouais, mais là, pour aller tu en passes d'une Championship. équipe qui était possiblement relégable, peut-être qu'il va finir probablement dans le top 5 cette saison, à une équipe qui doit régulièrement chercher le titre, voire même la Ligue des Champions chaque Mais année. justement, C'est complètement différent. justement, l'impératif de résultat n'était-il pas pire justement au moment où Newcastle était dernier de Première Ligue et où tu devais absolument construire quelque chose de rapide pour te permettre de remonter. Et c'est ce qui a été fait. Et on a vu les adaptations qu'il a fait qui étaient très osées, ont marché. Je pense à Joe Ellington qui passe de buteur à milieu de terrain. Cette adaptation-là a permis à Newcastle d'avoir une Est-ce équipe que c'est pas comme au volume est-ce que un c'est peu pas plus comme fort. Arteta? C'est bloqué, tu as un nouveau projet avec Newcastle, tu prends un entraîneur où toi, Abdou le disait souvent que c'était un des peut-être les plus gros prospects en tant qu'entraîneur en Angleterre. Est-ce que c'est pas aussi Après, bloqué? j'ai envie de te dire, tu parles de projet Carteta, mais rien ne dit qu'il va forcément gagner l'appel cette année. Hein. Ah, ça, Tout j'ai va pas dit dépendre. ça. Tout Mais- dépendra de ça, parce que franchement, honnêtement, pour moi, le projet prendra un plomb dans l'aile s'il ne la gagne pas cette année. Donc, vu que maintenant Arsenal est éliminé de toutes les compétitions, vu qu'ils je crois à 5 ou 6 points d'avance sur Manchester City, 5. 5, on est à peu près à 11 journées de la fin. C'est ça. Tu te dis que franchement, là, il n'y a pas de choix. Il faut faire un run complet sur le titre. Donc, à mon avis, s'il le rate cette année, je suis pas sûr que ça, à mon avis, ça va prendre un peu du plomb dans l'aile dans le projet. Mais je le vois quand même rester. J'ai du mal à. Et justement, Eddie Howe, peut-être que s'il ne gagne pas la PL dans les 3-4 ans qui arrivent avec Newcastle, peut-être que les dirigeants des Magpies vont perdre en patience. Parce que eux, je doute qu'ils ne veulent jouer la 5e place tous les ans en Première Ligue. Et peut-être qu'ils vont vouloir passer à la vitesse supérieure et passer d'un mercato très intelligent avec des coups bien sentis à un mercato beaucoup plus agressif pour aller chercher ces résultats-là. Et c'est là que Eddie Howe va être attendu. Et peut-être que s'il ne gagne pas la PL, peut-être que Manchester City flairera le bon coup et peut-être que l'on assistera à un changement de cycle complet parce que Howe et Guardiola, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Abdo? Qui tu vois pour l'après Guardiola? Déjà, je pense que c'est Guardiola qui va choisir son successeur. Parce qu'après avoir passé autant de temps à City, je pense que lui-même, il va aller chercher soit des garanties dans la continuité de ce que lui a proposé, et auquel cas, un Arteta, un compagnie, c'est possible. Soit au contraire, il va dire peut-être que le mieux, ce serait d'aller chercher quelqu'un d'un petit peu différent. Et dans ce cas, l'option Idira peut s'entendre. Moi, j'avais pensé à 2 options un peu loufoques, mais pas à 100% impossible non plus. La première, ce serait Julian Nagelsmann. Après le Bayern qui arrive en Première Ligue, et on sait que c'est c'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais c'est un mini Guardiola grosso modo, dans les idées, dans l'envie de toujours innover, etc. Donc ça peut arriver, surtout qu'au Bayern il est plus forcément en odeur de sainteté. Pas du tout.
Surtout avec ses compositions. Exactement, et c'est ça aussi qui ressemble beaucoup à Guardiola d'ailleurs. Mais là, pour le coup, tu vois, je pense que le Bayern City va donner un premier élément de réponse pour Nagelsmann. Ça va être un premier véritable test grandeur nature. Il y a eu Villarreal. Bon, moi perso, je mets ça même pas sur le compte d'accident parce que c'était écrit que Villarreal devait arriver dans le dernier carré. Mais là, face à City, par contre, une opposition de ce calibre-là, qui est techniquement l'une, si ce n'est la meilleure formation en Europe à l'heure actuelle, là, ils n'ont pas le choix. Il n'a pas le choix, il doit prouver quelque chose. Et la deuxième, ce serait Thomas Tuchel. Parce que finalement, Thomas Tuchel, ce serait le plus à même de non seulement prendre un vestiaire qui a déjà gagné, leur redonner une nouvelle dalle, une nouvelle envie de gagner, et surtout, lui, comme il a cet accomplissement en Europe, il est capable de leur apporter ce qui leur manque. Et peut-être que Guardiola, en allant chercher son successeur, si lui n'a pas remporté la Champions League, peut-être qu'il s'orienterait vers un coach qui irait chercher ce que lui a eu du mal à aller chercher. Tuchel pour combien de temps? Pas beaucoup, tu vois. Un cycle de 2-3 ans, court, mais très efficace, tu vois. Et puis Mais après, Surtout qu'en plus, à la base, Tuchel, que c'est différent de... Enfin, à Chelsea, c'était différent. Mais à la base, Tuchel, il a des préceptes de jeu très, très forts, un jeu très protagoniste. On l'a vu à Dortmund, on l'a vu aussi au tout début au Paris Saint-Germain. Donc, en soi, en termes de qualité de jeu, t'es pas perdant au change non plus, tu vois. et après, ça fait 7 ans avec Guardiola pour faire 3 ans avec un Tuchel. Tu peux pas faire que des cycles de 7 ans. À un moment donné, quand tu Oui, passes... mais Thomas Tuchel, on sait que ça dure pas longtemps. Après, c'est différent Mais parce que. Justement, parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu as eu un long cycle comme ça, tu es obligé de passer par une petite succession de cycles courts. Et dans cette configuration-là, Tuchel, ce serait ta meilleure option. Si tu regardes United après Sir Alex, c'est une succession de cycles courts. Si tu regardes, enfin, tu verras plus tard à Liverpool, après Jürgen Klopp, ce sera une succession de cycles courts aussi. Tu regardes après... Ferguson, c'est des cycles courts, mais c'est des cycles courts parce très mauvais cycle, parce que c'est obligé. C'est-à-dire Oui. qu'au départ, ils partent pas sur un cycle dans l'idée de mettre un cycle court. Et franchement, est-ce que tu crois vraiment qu'il y aurait un entraîneur qui allait faire 27 ans dans un club comme a fait Ferguson? Je pense pas. Mais c'est pour ça que je te dis différent. que dans le football d'aujourd'hui, tout se consomme super vite et la durée de vie d'un coach, ouais, c'est difficile d'aller chercher et refaire ne serait-ce que 3 ans complets, etc. Et après, tu t'en vas, tu vois. C'est aussi pour ça que je me dis que Guardiola, qui lui-même de base disait, pour moi, ce serait 3-4 ans, au final, il en fait 7, il en fait presque le double. J'ai du mal à voir son successeur faire ne serait-ce que, 5 ans, tu vois. Et Pochettino? Non. non. Je pense je pense qu'en Angleterre, il restera fidèle à Tottenham, ou sinon, il ira un jour à Manchester United. Il retournera Ça va tout aller. simplement. Et toi, Yacine Elmé, tu te vois qui pour un après Guardiola? Je sais pas, j'ai pas forcément d'idée de nom. Moi, je pense que c'est plus d'abord de voir si ils continuent le projet avec une façon de jouer, un modèle qu'ils ont malgré tout installé aussi dans leurs académies à travers le monde. Ou est-ce qu'ils décident d'en changer complètement? Et à ce moment-là, bah oui, les profils ce seront pas les mêmes. Je sais pas. En plus, même si tout à l'heure j'ai dit c'est peut-être la fin de cycle de Guardiola, moi, je pense malgré tout que c'est pas la fin. Que City se séparera pas de Guardiola, quels que soient les résultats en fin de saison. Je pense que ils ont mis en place des choses qui ressemblent à Guardiola. Les dirigeants, le staff, enfin tout ce qui est autour, les scouts, les directeurs sportifs, c'est de la galaxie Guardiola. En fait, si tu perds Guardiola, il faut un changement vraiment profond dans ce que City met en place, et je suis pas persuadé aujourd'hui qu'il soit là-dessus. Donc de toute façon, je pense qu'il n'y a même pas de succession à trouver. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 4 PL, mais peut-être 5. C'est quand même une finale de Ligue des Champions, c'est demi-finale. C'est un football qui est aujourd'hui quand même montré dans beaucoup d'endroits comme peut-être un des meilleurs en Europe. C'est des joueurs qui semblent quand même adhérer au projet Guardiola, même s'il y a certains qui, je pense, qui en ont marre, hein, mais voilà, pas la majorité. Donc je pense que je suis pas persuadé de toute façon qu'il y a une succession à prévoir là à court terme. Et est-ce que vous pensez que Guardiola pourrait faire 10 ans à City, voire faire énormément d'années comme ce qu'aurait pu faire un Alex Ferguson? Ouais. Autant que Ferguson, non, parce que voilà. 10 ans, ouais. Ouais, 10-12 ans, largement. Bah On est après, plus il y a proche de le la truc fin que du début. tout dépendra s'il continue à remporter la PL ou pas. S'il continue à remporter peut-être les 2 PL sur les 3 prochaines années, bah il va continuer à rester, il n'y a pas de souci. Ok, bah. Sur Akata, j'aimerais vas-y. juste ajouter quelque chose. Pour moi, Guardiola est peut-être en fin de cycle et se heurte à un plafond de verre. C'est de passer de cet entraîneur tacticien qui fait gagner des équipes à un entraîneur qui développe les joueurs, qui fait progresser les joueurs, mais qui surtout
est considéré comme un père comme les joueurs. Et encore une fois, quand je vois toutes les déclarations de Benatia, de Touré, de Eto'o sur Pep Guardiola, j'ai l'impression qu'à City, il fait à peu près les mêmes erreurs. Il pilote ses joueurs, il leur dit voilà, toi je vais t'utiliser comme ça, tu vas jouer comme ça parce que c'est comme ça. Mais tu sens que dans ces matchs de Ligue des Champions où avant tout c'est l'instinct qui prime, tu sens pas que les joueurs ont envie de se défoncer un peu plus pour Guardiola, comme si c'était un père. Et le triste symbole de ça, c'est la confrontation entre Liverpool et Manchester City en 2018. Tu sens que les joueurs comme Oxlade, comme Salah veulent se défoncer pour Klopp, parce que Klopp a cette dimension paternelle, a cette dimension humaine que Guardiola n'a pas encore. Et c'est dans ce sens aussi que je suis déçu de Guardiola, c'est qu'il n'a toujours pas évolué. Il croit qu'il est en 2009. Non, le football c'est un sport d'homme. Le football, ce n'est pas un sport de pions qui sont faits pour jouer d'une telle manière. Il faut comprendre les joueurs-là. Et tant que Guardiola ne comprendra pas ces joueurs, il se heurtera à ce plafond de verre et ses victoires en Ligue des Champions seront plutôt le signe de joueurs comme Messi, comme Iniesta en 2009, en 2011. Après, on verra. Par contre, je suis pas complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'il se défonce pas pour lui. Parce que moi, j'ai le souvenir du match contre le Paris Saint-Germain de 2021, la demi-finale. Je sais pas si on se rappelle, mais le match aller, la première mi-temps, ils se prennent limite une raclée de la part du PSG. Et heureusement les 45 premières minutes, pendant les 45 premières minutes, franchement, le PSG leur marche dessus littéralement. Mais baisse-pied. Et à un moment même. Le PSG baisse-pied après. Ouais, mais parce que physiquement, ils baisse-pied. Mais c'est là que après, ils se sont remobilisés à la mi-temps et ils se sont dit clairement que quand on voit que à la fin de la 45e minute, certains milieux du Paris Saint-Germain commencent à baisser parce que physiquement, ils n'en pouvaient plus au vu de l'intensité qu'ils mettaient. C'est là qu'ils se sont dit clairement, les gars, il faudrait qu'on les tue, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc tu peux pas me dire comme ça. Est-ce que tu es dans une configuration où tu te dis, on est en situation de péril en sachant que tu as le match retour chez toi en plus, ou bien juste ils ont profité de l'opportunité qui se présentait, c'est ils baissent pied, on va pouvoir réinstaller notre jeu parce qu'il faisait que de nous presser à la gorge. Parce que moi je voulais revenir surtout quand il dit qu'il se défonce pas assez pour lui, et ça je trouve que c'est un petit peu réducteur parce que je pense que je suis pas complètement mais pour moi d'accord. je prendrais même plus en exemple le match retour même. Le match retour, ok, il est un exemple du fait que peut-être on a eu ces joueurs qui se sont défoncés, Zinchenko, Ruben Dias qui avait fait un match absolument incroyable, mais le match aller c'est surtout le PSG qui se saborde tant physiquement que par ses erreurs, l'erreur de Navas sur le centre absolument lourd de Bruyne, ouais, et aussi le coup franc où Kimpembe et Paredes nous offrent une Paredes sur le coup franc. Oui, tu dis que le PSG se saborde, City était quand même bien au-dessus du Paris Saint-Germain sur les deux confrontations. Si on enlève les 45 premières minutes. Les 45 premières minutes montrent peut-être que non, mais surtout ça montre que le PSG a plus donné le match que City n'est allé le chercher. Ouais. Je mettrais vraiment pas ça sur le compte de on se défonce pour Guardiola. Je mettrais beaucoup plus ça sur le compte le PSG a baissé pied, ce qui a permis à City de reproduire son jeu. Et puis tu regardes juste sur le match aller, comment ils perdent le match. T'as encore la règle du but à l'extérieur, tu perds 2-1. Au final, c'est quoi? C'est un centre-tir, difficile à anticiper, et un coup franc direct. Et qui est très mal tiré d'ailleurs. Une victoire où vraiment tu t'es arraché, t'as été chercher un corner à la 88e minute, t'arraches un 1 partout, tu mets le 2-1, c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Surtout qu'en plus, le vent tourne parce que au retour du vestiaire, le PSG réessaye de remettre cette pression-là et ils ne peuvent pas. Je sais plus si c'est Mbappé ou Verratti. C'est Verratti qui rate à une chaussure près. Ouais, c'est ça, il lui manque une pointure de pied, 1 ou 2 cm et 2-0, c'est plus la même, tu vois. C'est vraiment pas la même configuration. Et dans ce sens-là, en fait, c'est juste que, c'est juste un rapport de force qui s'est rééquilibré, puis à nouveau déséquilibré par la force des événements et des choses. Mais c'est pas quelque chose du ressort mental où City était vraiment dans une posture en danger. Et puis dans le pire des cas, comme j'ai dit, il y avait un match retour et ils étaient chez eux. Donc. Mais après, il y a aussi le match retour contre Tottenham. Faut pas l'oublier, celui-là. Quand ils gagnent 4-3. Et que tu dis qu'à un but près, bon, avec la VAR, c'est pas passé. Ouais, mais en deuxième mi-temps, tu peux pas dire qu'ils se sont pas tués pour la qualification. C'est l'exemple que je voulais citer en plus. Donc, ce match-là, ça montre un peu que... Parce que franchement, parce que si tu refais ce match-là, à part les deux buts de Son en première mi-temps, Son, ton joueur préféré au passage, faut pas l'oublier, le deuxième mi-temps, Tottenham n'existe absolument pas. Et le but qu'il met avec le but de Llorente, la VAR accorde sur un certain angle, il y a sur un certain angle, il y a mais en deuxième mi-temps, City les broie littéralement. Là, tu vois clairement que les joueurs, tout le monde se défonce, que ce soit les défenseurs, le milieu, tout le monde se défonce. Et quand il y a eu le but de Sterling, on sait tous si c'est bon, c'est fait la qualification. Après, il y a eu la VAR qui est passée. Mais tu peux pas dire derrière qu'ils se défoncent pas assez pour Guardiola. Justement, pourquoi après les saisons suivantes, ils n'ont pas
ils se sont pas servis de ce match-là, de la mentalité qui a été mise et qui a été excellente, je suis d'accord, pour gagner la Ligue des Champions et ils font pour finale après. aborder les campagnes. Non, après c'est 2019-2020, Non, il y a parce qu'après, ils l'élimination se honteuse sont contre par Lyon. en quart de finale au Final 8, ouais. C'est 2021. Et le match contre Lyon, c'est à peu près les mêmes symptômes que l'on voit lors du match aller contre Tottenham. C'est tu veux contrôler, tu veux t'adapter à l'adversaire, c'est presque une Après, caricature et au final tu te fais punir. Comme l'avait dit Yams dans cette discussion qui a amené à ce débat, si Sterling met le but, on parle jamais de ça. Oui, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un événement absolument incroyable raté de Sterling qui fait que le match aurait pu basculer qu'il faut excuser Guardiola. Je suis désolé, mais Lyon était censé les défoncer bien avant. Je suis désolé, mais cette équipe de Lyon en 2019-2020, c'est une équipe qui est absolument apocalyptique. Mais après, quand tu vois la compo de départ, tu savais très bien que City n'allait pas passer contre Même Lyon. avec un 3-4-2-1, tu es censé pouvoir défoncer Non, Lyon. mais il y a- Des non, mais équipes comme Lille ont su les Ils n'ont défoncer. jamais joué comme ça tout au long de la saison. Pourquoi c'est contre Lyon que tu vas jouer comme ça? Parce que Guardiola veut s'adapter, parce que Guardiola veut surinterpréter les matchs. Pour au final donner un Adapté peu à de Mondi motion. quand même. Ouais, il aime trop surinterpréter. Il veut trop avoir la patte sur les rencontres. Il veut mettre sa patte sur les grandes victoires. Sauf que le problème, c'est que oui, Guardiola a une influence, mais son influence est absolument négative parce que derrière, ça induit sur la performance des joueurs. Et encore une fois, quand par exemple Gundogan doit jouer sentinelle en finale de Ligue des Champions, il est perdu parce qu'il n'a jamais joué comme ça, Gundogan. Gundogan, il a même été testé Fonel cette saison-là, en 2020-2021. Et d'ailleurs, cette saison-là, le janvier-février, c'est absolument incroyable. C'est un des très meilleurs joueurs de Et PL. ouais. En tout cas, si toi et Abdou, vous avez encore des discussions avec Yams et vous vous écharpez, pas de souci. Comme ça, je pourrais l'utiliser pour en parler dans le Big Five. Quel Avec sa escroc. sœur. Ah oui, Tu te sers de lui comme ça, mais quelle honte. Regardez dans quelles conditions on travaille au Big Five quand même. c'est lui qui a tendu le Rendez-vous bâton. compte. C'est Yams qui a tendu le bâton. Vous l'avez fait un pressing. Je l'ai utilisé pour Ah, en maintenant, parler. t'es quelqu'un qui saisit les perches. Oui. Donc quand c'est moi, il y a un problème, mais quand c'est toi, Non, c'est mais bon toi, pour- c'est pas pareil. On va pas comparer les Kamat, on est en pleine émission. Merci. Juste retenez voilà comment ça fonctionne le Big Five. Dans l'ombre, c'est très bizarre ce qui se passe. Bah, c'est vous qui avez démarré le débat, voilà, et j'en ai profité pour en faire un sujet. En tout cas, on verra si Manchester City remportera la Ligue des Champions le 10 juin. Mais bon, vu que votre équipe est encore en lice, ça risque d'être assez compliqué, même si je les vois quand même passer face au Bayern. Mais bon, on verra ça.